Dans les derniers jours, son nom est revenu dans l'actualité politique. La position du PQ sur le troisième lien a fait les manchettes et ses adversaires politiques ont fait référence à notre invité, Jeanne Robin. On va jaser de troisième lien ensemble. Je suis Antonine Iaccarini. Bienvenue à Duo. La semaine dernière, PSPP a répondu à des questions de journalistes concernant le troisième lien. À cette occasion, il a indiqué qu'il attendait l'étude de CDPQ Infra pour se prononcer plus clairement. La CAQ et QS ont sauté sur l'occasion pour attaquer le PQ à l'unisson en criant aux 180 degrés. Le PQ est premier dans les sondages et ça paraît, les attaques se font plus virulentes que jamais. Cette mésaventure a obligé Paul Saint-Pierre Plamondon à clarifier sa position lors de son conseil national la fin de semaine dernière. L'autorité est toujours exclue, mais que cette offre de transport collectif, évidemment, devra s'adapter à des variables qu'on ne connaît pas. Bon, Ruba Gazal, député solidaire de Mercier, a indiqué la semaine passée qu'ouvrir la porte à un changement de position mettait sans doute mal à l'aise des membres comme Jeanne Robin. Mais ça m'a donné envie de l'inviter. Jeanne Robin, elle est directrice principale de Vivre en Ville et cofondatrice de Piétons Québec. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Écoute, on va revenir à PSPP dans quelques instants, mais avant tout, je voulais mettre carte sur table pour savoir, pour que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui. Est-ce que tu t'impliques encore activement au PQ? Non, je me suis présentée à la dernière campagne, à la dernière élection générale. À l'issue de l'élection, moi, je suis retournée travailler dans mon organisation Vivre en Ville en tant que directrice principale et j'ai établi clairement que je ne pouvais pas être à la fois du côté de la politique partisane et du côté de la politique non partisane. Mon travail, c'est vraiment d'essayer d'inciter tous les partis et le gouvernement à adopter des positions en faveur du développement durable, en faveur de la mobilité durable. Donc, ma position n'est plus du tout liée à celle du Parti québécois. Bon, parfait. Fait que je reviens à ce troisième lien, à cette position du PQ dans l'espace public. Le PQ a été accusé d'avoir retourné sa chemise de bord. Puis je suis très curieuse d'avoir ta perspective là-dessus, bien évidemment, parce que ton nom a été mentionné. Toi, comment tu as vécu ça, le fait que... moi, j'ai trouvé que Québec solidaire t'avait un petit peu instrumentalisé, là, pour être bien clair. Comment toi, tu as vécu ça quand Ruba Gazal t'a cité et a essayé de mettre le PQ finalement mal à l'aise par rapport... et te mettre en porte-à-faux finalement avec le PQ? C'était déjà un peu un deuxième épisode parce que moi, j'ai réagi publiquement quand le dossier du troisième lien est revenu sur le devant de la table, puis que justement, le maire Le Houillet en a parlé comme d'un besoin, ce qui a fait en sorte que Paul a réagi, que la question lui a été posée. Et moi, ma compréhension, c'était que d'abord, le lien autoroutier était toujours exclu pour le Parti québécois. Puis surtout, mon souvenir, c'est que personne au Parti québécois n'avait d'appétit pour un lien autoroutier. C'était pas une demande, on en a parlé dans la région, on en a parlé en campagne électorale. Et justement, ce dont le Parti québécois avait soif, c'était d'une proposition intéressante en matière de transport en commun à l'échelle régionale. Et c'est ce sur quoi on avait travaillé. Puis je trouvais ça important que justement, ayant été à l'intérieur du parti et n'y étant plus maintenant, j'étais en mesure de dire... moi, c'est pas ça que j'ai vu. Arrêtez de paniquer, tout le monde. On n'est pas sur une volte-face et je ne vois pas de volte-face à l'horizon. Non, puis honnêtement, ça avait l'air un peu de... On essaie de piéger le parti puis le chef du PQ en disant, il l'a pas complètement exclu. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent en politique. Quand on a une position nuancée, quand on veut pas se prononcer béton sur quelque chose, on se fait dire, mais il l'exclut pas, il ne ferme pas la porte. Puis ça fait des titres qui sont parfois un peu sensationnalistes. Moi, sur le fond des choses, j'étais pas en désaccord. En fait, j'étais plutôt contente de voir Paul Saint-Pierre Plamondon dire, écoutez, il y a des données qu'on n'a pas encore. Mais ces nuances-là, des fois en politique, peuvent créer des problématiques. Puis, à propos du troisième lien comme tel, moi, je suis pas contre tout projet troisième lien, puis je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai pas encore vu de projet emballant ou qui avait l'air de fonctionner au niveau de l'ingénierie. Est-ce que tu penses qu'un élu peut se permettre ce genre de nuances-là
et voir son message bien répercuté dans l'espace public? Mais il y a des fondamentaux. L'augmentation de la capacité routière, on sait que ça coûte cher, ça ne permet pas d'obtenir les résultats qu'on vise, qui sont essentiellement de réduire la congestion. On sait qu'on augmente la congestion à terme. Donc ça, c'est des faits. C'est pas... il n'y a pas tellement de nuances à apporter là-dessus. Par contre, sur de quoi on a besoin comme infrastructure de transport, oui, c'est important d'avoir les bonnes données et il y a effectivement une étude qui est en train de se faire. Donc, même la société civile est en attente des résultats de cette étude-là. On a hâte de voir ce qui va sortir de l'étude de la Caisse. C'est pas pour rien qu'on presse d'ailleurs le gouvernement de prendre une décision rapidement une fois qu'il aura en main les études de la Caisse. Et en tant qu'élu, c'est normal de vouloir prendre une décision sur la base de toutes les informations. Fait que oui, on a le droit de dire j'attends que les données soient là et j'attends d'être en position de décision pour décider et de ne pas décider en fonction de toutes les hypothèses. C'est un peu dommage que les élus, ou ça pourrait être d'autres groupes aussi de la société ou des personnalités, se fassent accuser d'avoir une position changeante ou louvoyante, alors que le dossier, l'enjeu comme tel, il est en évolution. On attend de savoir pour le transport structurant. En fait, cette étude-là qu'on attend, elle n'est pas spécifiquement destinée à nous donner un projet de troisième lien. C'est même pas vraiment ça. Mais il va avoir un impact parce que tout ça est relié, parce que c'est la mobilité dans la région, finalement. Mais le troisième lien, c'est un dossier toxique. Ah oui. Toute personne qui touche, se voit attaquer. La CAQ avait essayé. En fait, la CAQ s'était sortie du bourbier et finalement a décidé d'y rentrer à nouveau. Après l'élection partielle dans Jean Talon. Ça n'a pas du tout permis d'augmenter les intentions de vote, en particulier pas dans la région de Québec. C'est pas un dossier plaisant parce que on sait qu'il ne faut pas de troisième lien autoroutier. Tous les experts l'ont dit. Mais on sait aussi qu'il y a des besoins de transport importants, puis il y a des questions importantes de développement urbain dans la région de Québec. Donc, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse même les gens qui ne prendront jamais le troisième lien, puis pour qui ça ne répond pas à un besoin. Donc, c'est vraiment un dossier toxique et compliqué. Est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même arriver à une position de compromis sur le troisième lien, c'est-à-dire de dire on est contre tout lien autoroutier à jamais, peu importe les circonstances? C'est pas un petit peu dogmatique? L'augmentation de la capacité routière, ça crée de l'étalement urbain, ça crée de la dépendance à la voiture. C'est pas vraiment une question de dogme, c'est une question de fait. Ça s'est produit dans toutes les régions où on augmente la capacité routière. On va pas vers la mobilité durable. On sait aussi que les infrastructures coûtent de plus en plus cher. On voit l'annonce du pont de l'île d'Orléans qui a des prix qu'on pouvait même pas imaginer. Et on va avoir beaucoup d'infrastructures à réparer. Donc, la logique, puisque prônent tous les spécialistes en ce moment, c'est de s'assurer de maintenir en bon état les infrastructures qu'on a. Ça doit être ça la priorité, et de développer les infrastructures de transport en commun, parce que pour prendre le virage de la mobilité durable, on en a besoin. Et qu'à partir du moment où on suit ces deux prémices-là, ces deux principes-là, il peut y avoir toute une diversité de propositions, à condition qu'elles soient cohérentes dans la mise en œuvre. Puis, écoute, tu parles d'entretenir nos infrastructures. Évidemment, on a des défis particuliers à Québec. Je pense à l'entretien du pont de Québec, qui est une chicane de clochers depuis des années. Tant qu'à faire, par exemple, un lien dans lequel il y aurait, on dit le troisième lien, mais ça serait quasiment le deuxième si on exclut le pont de Québec éventuellement, qui va être un jour en fin de vie. S'il y avait un lien qui était dans lequel il y a des transports collectifs, puis qu'on développe vraiment l'offre de transport collectif, on serait pas prêt à faire un compromis, puis qu'il y ait quand même, tant qu'à faire une infrastructure, la possibilité d'avoir des voitures, des camions aussi qui font de la livraison. Hein, on a encore besoin de ces camions-là. Ça serait pas une position qui serait raisonnable en bout de ligne? C'est peut-être une position avec laquelle la Caisse va arriver, puis il va falloir regarder qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la mobilité dans la région. Mais là, moi, je suis pas en position... Parce qu'on le sait pas, en plus, qu'il y a dans l'étude. Donc, oui, je comprends. C'est un peu ça aussi, la discussion. C'est-à-dire qu'on est tous un peu au bout de notre chaise à attendre d'avoir cette donnée-là qui nous manque. Toi, qui es une experte, tu as une position assez arrêtée, assez ferme, même si, évidemment, tu sais qu'il y a une étude qui s'en vient, puis je l'entends bien. Tu
tu t'es présenté pour le Parti québécois dans Tachereau en 2022. Comment on fait pour concilier des fois des positions d'experts avec les aléas, les compromis de la vie partisane? Pour moi, ça n'a pas été une difficulté à l'élection générale, puis probablement parce que j'ai choisi un parti qui avait des positions cohérentes avec celles que je voulais prendre. Et puis, je pense que dans mon domaine, moi, je suis une spécialiste en transport, je suis une spécialiste en développement urbain, en organisation des milieux de vie. C'est un domaine où on veut voir des choses changer dans la société. Donc, je dirais que peut-être ce qui est difficile, c'est de ne pas s'impliquer en politique, puis de rester sur le côté à examiner, puis à commenter les propositions des partis politiques. Parce que d'ailleurs, dès qu'il y a un sujet qui sort comme ça dans l'actualité, les journalistes souvent vont interroger les experts, les spécialistes, les profs d'université qui ont tous une opinion sur le sujet et qui souvent l'expriment parce que justement, ils ont une vision. On n'est plus en urbanisme. C'est plus juste une science technique, c'est aussi une science transformationnelle. C'est parce qu'on a une idée de ce qu'on veut donner, on sait qu'il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de santé qui sont associés à ça. Donc, ça vient avec une certaine idée de la société qu'on veut voir arriver. Fait que pour moi, c'était complètement compatible et cohérent avec un engagement politique. Je comprends que tu étais confortable avec les positions du parti à ce moment-là, mais les compromis, un jour, deviennent un peu inévitables en politique. Je me suis impliquée en politique. Je dis toujours un peu de façon simpliste là, que quand tu es à l'aise avec un 80% des positions de ton parti, c'est bon, parce qu'un parti politique qui vise à réunir éventuellement, c'est difficile là, que ce soit 100%. Est-ce que tu penses revenir en politique un jour? C'est possible. J'ai vraiment aimé la campagne, j'ai aimé la place que j'ai pu y prendre. Et puis, ça donne un sentiment de responsabilité aussi qui ne m'a pas quittée. Moi, j'ai toujours voulu contribuer. En ce moment, je pense que je suis à la meilleure place pour le faire à Vivre en Ville. Avant 2022, je pensais que j'étais à la meilleure place pour le faire, mais quand j'ai eu la possibilité d'aller en politique, je me suis dit, je vais regretter toute ma vie si je ne fais pas ce saut-là, si je ne tente pas ça à un moment important. Donc peut-être qu'en 2026, effectivement, ou plus tard, c'est une question qui va se poser à nouveau, puis j'y répondrai à ce moment-là. À surveiller à ce moment-là. Je reviens un peu sur la question de la nuance en politique avec la mésaventure du chef du PQ cette semaine. À ton avis, c'est quoi le rôle des médias dans tout ça? Est-ce que les médias ne contribuent pas finalement à rendre les positionnements des partis de plus en plus simples, même simplistes, étant donné que dès qu'on fait preuve d'un peu de nuance, on se fait des fois déformer notre message ou on se fait mettre en contradiction avec nous-mêmes? Ça, c'est particulièrement compliqué en campagne électorale. Parce qu'effectivement, oui, il faut choisir le propos pour qu'il soit clair et qu'il soit distinctif. Et le problème, je pense, du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment, c'est que c'est un parti en campagne puisqu'il est en tête des sondages et qu'il a l'intention de gagner la prochaine élection et d'organiser un référendum. La campagne part de bonne heure, là. Oui, et c'est très difficile parce que justement, bref, les moyens sont peut-être pas là et la réflexion est compliquée à mener de façon continuelle. C'est difficile, un rythme de campagne. Mais c'est mon sentiment que les questions qui sont posées à Paul sont pas les questions qui sont posées à un député, elles sont posées à un chef qui est en train de mener son parti à la campagne. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est premier dans les sondages, quelqu'un qui postule au rôle de premier ministre et qui est le plus populaire de tous les chefs à l'heure actuelle. Les questions deviennent plus difficiles, plus ardues. Puis c'est vrai que le PQ n'a pas beaucoup de moyens. En fait, il y a moins de députés que les autres, moins de staff, moins de moyens financiers aussi. On se rappelle qu'il y avait eu tout un débat entourant les moyens qui étaient donnés au PQ après l'élection de 2022. Et en même temps, on attend du PQ qu'il y ait de plus en plus de rigueur dans ses dossiers, qu'il soit parfait, qu'il soit un premier ministre en devenir. Donc ça, c'est un défi supplémentaire. À propos de la nuance, ça m'a fait penser à une anecdote, en fait, une histoire qui est arrivée quand j'étais au PQ. C'était en 2016. Le PQ était à l'opposition officielle.
entre 2012 et 2014, le PQ, en fait, on avait annoncé de l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti. Et après, quand on s'est retrouvé dans l'opposition, il y avait ce projet pétrolier d'oléoduc d'Énergie-Est qui faisait débat. Et le parti s'est positionné contre ce projet-là. À un moment donné, c'est Pierre-Carl Pellado qui a gagné la course à la chefferie, qui est devenu chef. Et lui, la position qu'il avait sur Énergie-Est était assez nuancée, justement. Il disait, pour l'instant, je réitère que le PQ est contre le projet. Maintenant, est-ce qu'il va s'opposer à jamais? Je ne peux pas vous donner une réponse définitive. C'est au parti, aux militants de décider. Et cette position-là nous mettait vraiment dans une situation... En fait, elle était vraie, cette position-là. On était en attente de certaines informations. Le chef du PQ attendait de voir aussi ça allait être quoi le projet exactement, parce qu'on savait pas, on n'avait pas les détails. Et on se retrouvait un peu tiraillé par les médias, par les oppositions, par les autres oppositions et par le gouvernement sur cet enjeu-là. Notre porte-parole en matière d'environnement, c'était Sylvain Gaudreault à l'époque. Puis, à un moment donné, en Conseil national, a voulu tellement clarifier la position, justement, pour qu'on se sorte de cette espèce de situation où on se faisait tirailler de tous les sens. Et il a déclaré la chose suivante. Attendez. Il a fini par dire, dans le fond, qu'on serait contre le projet d'Énergie-Est, même si c'était du couec aux fraises qui coulait dedans. On s'est même ramassé au Gala des Oliviers dans la catégorie humoriste involontaire. Je dis on parce que j'étais en arrière de Sylvain pendant le scrum, puis on voyait ma face qui faisait comme « Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » Je me rappelle qu'on était quelques-uns à se dire « Ouf, est-ce qu'on a l'air un peu dogmatique de dire ça? » Entre la déclaration très nuancée, même pour ne pas dire floue, de Pierre-Carl Pellado, et ce positionnement hyper clair de Sylvain Gaudreault, à ton avis, question à 100$, qui avait la bonne approche? Bien, c'est sûr que Sylvain Gaudreault a beaucoup travaillé sur les questions environnementales, donc avec le milieu environnemental, donc avec mon milieu. Et je comprends parfaitement cette position-là, parce que la position du milieu environnemental, puis d'ailleurs la position des spécialistes en énergie, c'est de dire... à partir de maintenant, on ne construit plus d'infrastructures désuètes. On ne construit plus d'infrastructures qui vont nous cadenasser dans une dépendance au pétrole. Donc, évidemment, un pipeline, ça ne va pas dans le sens du progrès. Ce n'est pas une bonne idée. C'est un investissement gaspillé dès sa construction. Donc, c'est ça, sa position. Fait que, oui, après... je ne vois pas trop le lien avec le quick aux fraises. Mais c'est sûr qu'un pipeline, c'est non, parce qu'on essaie d'en sortir du pétrole. Donc, on doit mettre toute notre énergie, toute notre intelligence à construire d'autres choses. Ouais. Il ne faut pas la gaspiller là. Oui. Je me rappelle que nos détracteurs à l'époque disaient que si c'était pas par oléoduc, ça allait être des bateaux puis des trains, puis que ça avait aussi des problématiques importantes. Mais bref, ça m'avait bien marqué sur cette question de nuance, de dire, écoutez, on attend d'avoir plus d'informations. C'est comme si on n'avait pas le droit. Il faut très, très rapidement avoir une position hyper claire dans les heures suivantes. Les médias aussi mettent cette pression-là de clarifier, sinon on dit hésitation. J'aurais plein d'exemples que je pourrais donner. Oui, je me souviens que Françoise David avait dit que c'était pas possible d'être intelligent 15 minutes après avoir appris une information. Incroyable quand même, tu sais. Puis on attend de nos élus en même temps d'avoir une rigueur. Est-ce qu'on peut prendre quelques jours? Il faut prendre le temps de réfléchir. Mais on prend une décision à un moment donné avec les informations dont on dispose. Et après, on vit avec les conséquences de cette décision-là. Oui, c'est une bonne conclusion à notre discussion. En terminant, Jeanne, on laisse toujours la chance à nos invités de faire une recommandation de livres, de films, d'événements. Est-ce que tu as quelque chose à recommander à nos auditeurs? Moi, j'ai lu récemment le livre Spectacle d'Adib Al-Khalidé, Québécois tabarnak. Et je le recommande. Ça fait du bien, ça secoue un peu, ça met en face de nos contradictions, ça fait un peu le bien cuit de la pandémie, du télétravail, de la relation entre le rural et l'urbain au Québec. Et c'est fait avec tellement de tendresse et tellement d'humour que vraiment on sort de là juste mieux avec soi-même et avec les autres. Je pense. Excellent. La recommandation est lancée. Merci, Jeanne, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines puisque Duo fait relâche la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. On se voit très bientôt.
Merci.